Bonsoir, nous sommes le premier dimanche de janvier, il est 19 heures à Paris, et je voudrais vous parler de la question de l'anachronisme qui interpelle nécessairement l'astrologie, mais pas uniquement l'astrologie d'ailleurs. C'est un problème épistémologique, la question de l'anachronisme. Le débat, je voudrais le définir de la façon suivante. Est-il anachronique de vouloir se situer dans un certain contexte et de s'y tenir? Alors, c'est anachronique par rapport à notre époque actuelle. Mais inversement, n'est-il pas anachronique de projeter sur une époque ancienne des informations nouvelles? Donc vous voyez bien qu'on peut se relancer la balle, n'est-ce pas? Ça peut être une sorte de ping-pong. Voilà, vous êtes anachronique, c'est moi qui suis anachronique, qui est-ce qui est anachronique, etc. Cette question de l'anachronisme, elle apparaît très récuremment, comme on dirait en anglais, euh, en, dans le domaine, par exemple, du zodiaque, qui est anachronique. Les sidéralistes qui veulent s'en tenir à un zodiaque euh, qui correspondait au point vernal il y a 2000 ou 3000 ans, ou ceux qui veulent ajuster le zodiaque sur ce qu'on en sait aujourd'hui, et ce qu'il est devenu aujourd'hui au niveau du point vernal et de la pression des équinoxes. Qui est anachronique? Celui qui ne veut pas entendre parler d'une nouvelle planète qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité, ou celui qui veut utiliser des planètes qu'on ne connaissait pas? Donc l'anachronisme, il est partout. Il est partout, il est récurrent. Moi, ma position, c'est que, euh, et c'est une position, disons, que j'appellerais anthropologique, et en quelque sorte paléologique. C'est-à-dire qu'il faut respecter les conditions dans lesquelles un savoir s'est constitué, s'est cristallisé et a été intégré et assimilé par l'humanité. Et quand je dis un savoir, c'est à la fois un savoir, ça peut être aussi une forme d'alimentation. On sait qu'il y a des choses qu'on ne mangeait pas il y a 10 000 ans et qu'on mange aujourd'hui. Être anachronique, c'est vouloir manger aujourd'hui avec un corps qui est habitué à manger des choses d'hier, qui ne connaissait pas les choses d'aujourd'hui. Donc là encore, ce fameux débat sur la paléo, sur le paléo. Le lait, par exemple, apparemment, on ne le connaissait pas à une certaine époque. Est-ce qu'il est bon de s'imposer de boire du lait aujourd'hui, parce que le lait, il existe, alors qu'il n'existait pas à l'époque? C'est toute la question aussi de l'évolution, n'est-ce pas? Au nom de l'évolution, on va nous dire, oui, mais l'évolution existant, il est normal que l'on évolue, qu'on fasse évoluer les informations, les traditions, les savoirs. Et c'est bien là le problème, le nœud du problème, il est bien là quelque part. Croire en l'évolution ou ne pas y croire. Moi personnellement, je n'y crois pas. Donc, euh, je ne crois pas, je crois que l'humanité, ce qui fait la force de l'humanité, c'est sa capacité à se structurer, et quand elle s'est structurée, eh bien, elle devient une réalité en soi qui ne peut pas être constamment modifiée. D'ailleurs, l'autre jour, j'assistais à une discussion à la synagogue Lubavitch de la rue des Couronnes sur la question de savoir si, par exemple, le peuple hébreu, euh, est-ce que l'alliance entre le peuple hébreu et Dieu était ponctuelle ou est-ce qu'elle se perpétuait? Bon, certains chrétiens auraient tendance à dire que cette alliance, il faut la renouveler, il faut la changer, etc. On retombe dans l'anachronisme. Est-ce qu'on peut, en mettant en avant l'idée d'une évolution, d'un changement, remettre en question des choses qui sont établies, qui sont structurées, qui sont constituées? Je ne le crois pas.
peut prendre conscience de certaines choses, on peut assumer avec certaine lucidité certaines choses, mais de là à dire que ce qui a été n'est plus, je ne crois pas. Mais là, on est dans le domaine de l'anthropologie. Il est évident que si on prend le problème, non pas sous l'angle de l'anthropologie, l'angle de l'humain, mais sous l'angle de l'universel, de l'univers, évidemment, lui, ce qu'on en découvre aujourd'hui, ça a toujours existé. Donc on pourrait dire qu'à ce moment-là, évidemment, ce qu'on ignorait dans l'Antiquité n'en existait pas moins. C'est pas parce qu'on ignorait Uranus que Uranus n'existait pas, par exemple. Donc, on se renvoie la balle une fois de plus, n'est-ce pas, en disant, voilà, c'est vrai que les hommes ne connaissaient pas, n'avaient pas conscience de telle et telle chose, mais ça existait néanmoins. Et là, on a un point de vue qui est, je dirais, scientiste, et qui est en quelque sorte anti-humaniste. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire de l'homme la mesure de toute chose. Donc voyez-vous, donc ces questions philosophiques, métaphysiques sont fondamentales et divisent fondamentalement le milieu astrologique et la pensée astrologique, entre autres. Mais aussi, on vient de le voir, la pensée religieuse, la théologie. Donc, il faut prendre conscience en tout cas de cette question. Alors, au nom de l'anachronisme, on peut dire par exemple, oui, mais vous comprenez, les étoiles fixes dont on se servait il y a 5000 ans, à l'époque des Perses, les étoiles fixes royales notamment, eh bien on sait aujourd'hui que ces étoiles fixes ne font pas partie, ne sont pas à mettre au même niveau, sur le même plan que les planètes du système solaire, donc existent les étoiles fixes, au nom d'une idée que nous devons corriger les erreurs de nos ancêtres, comme si le savoir était uniquement spéculatif, était uniquement livresque, et comme si ce savoir n'avait pas d'implication sur notre psychisme, sur notre état physique, notre état mental, au niveau génétique, au niveau de l'inconscient collectif, comme on voudra. Donc là, voyez-vous, il y a malheureusement dans le milieu astrologique beaucoup de gens qui ont une démarche intellectuelle qui, dès le départ, d'entrée de jeu, et c'est ça d'ailleurs qui les a attirés vers l'astrologie, voulait justement désacraliser l'homme, le décentrer, pour le situer par rapport à un univers qui lui-même est en transformation, est en changement, dont les savants, dont les scientifiques ont la clé, ont la clé de l'évolution, sur le plan en tout cas de l'évolution du savoir, l'évolution des techniques, et par conséquent, beaucoup d'astrologues ont une approche qui est anti-anthropologique. C'est comme ça qu'ils sont venus à l'astrologie. Donc ces gens-là, ils ont cette démarche qui est viscéralement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans une autre vidéo que pour pouvoir avancer, c'est le cas de le dire, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire évoluer une société, il faut parfois évacuer les tenants, les anciens tenants d'un certain savoir, les anciens praticiens d'une certaine profession, parce qu'eux, ils bloquent. D'ailleurs, on le dit aujourd'hui, on le dit tout le temps. Parfois, il y a des choses qui ne peuvent évoluer que lorsque les gens meurent. Il faut que certaines personnes meurent pour que les choses puissent avancer. Donc, on voit jusqu'où ça peut aller. Et effectivement, il faut qu'il y ait une relève. Alors, quand on regarde le milieu astrologique, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus vieux, ils ont appris l'astrologie depuis un nombre d'années considérable, et que le nombre des personnes qui viennent d'apprendre l'astrologie est très faible. Et que le nombre de personnes qui a 20, 30, 40 ans est très faible. Donc moi je disais l'autre jour en plaisantant, on va se retrouver à avoir des réunions astrologiques dans les maisons de retraite. On n'en est pas loin. Hein, parce que on n'a qu'à se projeter 10 ans en avant. On a qu'à prendre une salle de réunion astrologique à Paris, à Bordeaux ou à Lyon, ou même à Nice, Antibes, ou encore, je ne sais pas, à Bruxelles ou à Lille,
Et on se dit, mais dans 10 ans, qu'est-ce que ça sera? Tout le monde aura 80 ans. Donc finalement, alors ils ont un poids d'expérience, ils ont un savoir qui a été chèrement acquis, qui s'est accumulé, mais c'est une peau de chagrin de toute façon. Donc il faut ouvrir l'astrologie à d'autres populations qui ne sont pas marquées par un investissement, un hyper-investissement de temps et d'argent et de travail, parce qu'autrement on n'en sortira pas. Et donc l'intérêt, c'est au niveau de la réforme de l'astrologie ou de la réforme du judaïsme, c'est non pas de convaincre les gens qui sont déjà installés dans une pratique religieuse, une pratique astrologique, on notera d'ailleurs le mot pratique qui a le double sens de praticien et de pratiquant, et c'est pas par hasard, parce qu'en fin de compte, quelque part, dans les deux cas, il y a une forme de routine, et d'ailleurs, il y a même une forme de trahison, parce qu'une pratique, c'est une traduction c'est une trahison, traducteur et traditor. Donc, ces gens-là, bon, voilà, ils sont bloqués, ils ont verrouillé leur connaissance, et on ne peut pas leur demander d'y renoncer. C'est tout simplement ça. Ils ne peuvent pas accepter l'idée que ce qu'ils savent ne sert plus. Donc il faut qu'on persuade que ça sert toujours, et qu'ils ont bien fait, et que ça durera indéfiniment. Ils ne sont pas disposés à passer par-dessus bord des savoirs qu'ils ont acquis. Et ils ne sont pas disposés à accepter l'ergonomie de nouveaux savoirs qui sont plus accessibles, qui sont plus à la portée de nouveaux venus. Non, c'est pas possible. Et à ce propos, d'ailleurs, je terminerai en disant, prenons le jeu d'échecs. Moi, j'ai appris le jeu d'échecs quand j'avais 7 ans. Le jeu d'échecs, ça s'apprend en quelques mois, en quelques semaines. Après, on peut être plus ou moins fort, mais je veux dire, n'importe qui peut entrer dans le jeu d'échecs, peut se mesurer avec d'autres personnes qui jouent le même jeu, sans qu'on lui dise, ah mais monsieur, vous ne connaissez pas ceci ou cela. Si les gens sont doués, ils sont doués. Vous savez qu'au niveau musical, il peut y avoir des jeunes enfants qui sont très doués pour un instrument, notamment pour le piano, et qui n'ont pas besoin de passer par une longue formation, une longue initiation, le conservatoire, les professeurs, etc. Là aussi, le piano, c'est un objet qui peut se maîtriser en très peu de temps. Je ne parle pas de maîtriser pour jouer les œuvres de Beethoven ou de Chopin. Je parle de maîtriser pour jouer tout simplement quelque chose, pour parler la musique, pas simplement pour la dire, pour la réciter, pour la parler. Hein? Et à ce moment-là, on n'est plus dans moi j'oppose maintenant l'improvisation et l'exécution. Alors il y a des gens qui sont des musiciens de l'exécution, ils exécutent des œuvres qui sont déjà là, et là ça demande toute une discipline, toute une technique extrêmement lourde et extrêmement lente. Et puis il y a les improvisations qui sont quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et donc finalement, laissons la part de l'improvisation, laissons la part du génie individuel, et limitons au maximum le temps d'acquisition des règles de base, qui sont d'une simplicité enfantine. Et d'ailleurs, de toute façon, on voit bien maintenant qu'il faut très peu de temps, par exemple, pour apprendre à utiliser un téléphone portable d'une nouvelle génération ou un ordinateur. Donc le temps n'existe plus. Les objets qui sont disposés, les savoirs peuvent être accessibles en très peu de temps. Donc toute l'argumentation du temps nécessaire pour apprendre l'astrologie ou pour apprendre à lire la Bible, etc., tout ça c'est du pipeau, n'est-ce pas? Ça ne veut plus rien dire. On n'a plus besoin de ça. On a besoin d'un savoir vivant. Et ce qui est vivant fait écho à ce qui est vivant en nous, ce qui est instinctif en nous, le bagage que nous avons, qui est une sorte de science infuse en nous, et ça n'a rien à voir avec ces artifices de lecture, parce que finalement, on en revient toujours à la question de la lecture. Savoir lire un thème, savoir lire une partition, savoir lire une page de la Bible, c'est toujours la fameuse affaire de la lecture, qui est récurrente et qui pour moi est mortelle.